Alors pour débuter cette première journée nationale Corps à ma vie à Strasbourg, nous allons commencer par une session plutôt pratique finalement sur l'organisation d'un plan à ma vie. Nous allons voir comment s'articulent finalement les différents acteurs autour du plan à ma vie, que ce soit le rôle du DMC et le rôle du cadre de santé de crise. Nous parlerons ensuite de la question centrale de l'identification des victimes. Et pour finir cette session, nous aurons la chance de parler du plan à ma vie brûlé. Alors pour commencer, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui le docteur Marie Borel, qui est médecin anesthésiste réanimateur au CHU de la Pitié-Salpêtrière, qui est médecin référent ESR à ma vie Île-de-France et qui est membre du conseil scientifique de la chaire Direction médicale de crise à Sorbonne Université, ainsi que Madame Magali Dechouvert, qui est cadre de santé conseillère technique en SSE à l'ESR Normandie et qui est membre de la commission SSE de la SFMU et qui vont nous parler aujourd'hui donc du rôle crucial du directeur médical de crise et de la cadre de santé de crise. Pardon. Bonjour à tous, Marie Borel et Magali Dechouvert. On est très heureux d'être là pour animer cette première session plus soins. Et on va beaucoup parler du binôme cadre de santé de crise et directrice médicale de crise pour l'occasion, en accent sur un élément très fort. Et pour la petite histoire, en fait, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. Donc on n'a pas piloté de crise ensemble, mais on construit ce binôme jusqu'à présent ensemble. Alors, si ça veut bien... Hop. Je ne sais pas comment on passe les diapos. Tout va. Ça marche. Donc, juste pour commencer et bien se mettre en route, on avait un souhait, c'est de vous poser une petite question. Et dans l'idée, je pense qu'il y a pas mal de directeurs médicaux de crise qui exercent déjà ce job-là dans leurs hôpitaux. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? D'accord. Et des cadres de santé de crise, du coup? Et finalement, on est quasiment équivalent, donc je pense qu'il y a beaucoup de timides. On reviendra sur le sujet après. En SSE, actuellement, ce qui est plutôt bien identifié, c'est le rôle du directeur de l'établissement de santé, le rôle de la cellule de crise hospitalière. Ce qui est de mieux en mieux défini au fur et à mesure des crises, c'est le rôle du directeur médical de crise. Et très clairement, ce qui est en devenir, selon Magali et moi-même, c'est le rôle du cadre de santé de crise. Et donc, l'idée, c'est de transformer un binôme encore fragile en outil de résilience pour nos établissements de santé. Si on regarde, on aime bien les textes, hein, et je pense que quand on fait de l'Orsan, on est obligé de retourner dans les textes. Et ça explique finalement une histoire assez jeune. Première fois qu'on voit dans le PG-HT SSE la notion de directeur médical de crise, c'est 2019. Et là, le cadre de santé de crise, c'est à peine vu. À la révision en 2024, on voit de plus en plus le DMC et le cadre de santé de crise un tout petit peu, un peu mieux. Donc en 2026, on est vraiment dans le sujet. Et donc avec Marie, on s'est dit pourquoi un cadre de santé de crise? Mais en fait, pourquoi pas? Puisque dans notre quotidien, nous travaillons ensemble, médecins et cadres de santé, dans nos services de soins. Donc l'idée, c'est quand même qu'en gestion de crise, on puisse être au plus près de notre quotidien pour faciliter notre travail. On sait que le cadre de santé de crise, c'est mobiliser les moyens, les ressources au sein de son service pour que ça fonctionne au quotidien. Il est l'interface habituelle avec le commandement et la stratégie. Et en fait, du coup, on a une connaissance de notre établissement dans tous les parcours. Et puis, j'aime bien ce petit couteau suisse parce que souvent on dit le cadre de santé de crise, c'est un peu un couteau suisse partout. L'intérêt stratégique du binôme, c'est la réduction des réponses, en fait, du délai de réponse, puisque face à un temps rapide, il faut qu'on puisse prendre des décisions éclairées et donc partager ensemble, corps médical, paramédical, pour répondre à ce qui va se passer, à ce qu'on va devoir gérer ensemble. L'information circulera donc 2 fois plus vite, on a un regard croisé et on va pouvoir anticiper nos besoins, les besoins humains, matériels, pour tout ça, répondre à un temps rapide. L'intérêt stratégique du binôme, c'est aussi l'amélioration de la coordination. C'est une clé de voûte entre les différents métiers et une clarification des rôles de chacun en temps de crise.
Et donc, on a entendu parler de la résilience. Et bien, nous, on est dans la résilience hospitalière. Alors, sur ce sujet, ça fait plusieurs années que j'y travaille, puisque ça fait quelques années que je suis dans le SSE. Et je me suis vraiment interrogée sur vraiment l'identification des cadres de santé de crise dans les établissements de santé. Donc, j'ai mené une enquête dans le cadre de mon futur mémoire sur le management et le pilotage des SSE. Et sur les 103 établissements sièges de SAMU du territoire, j'ai pu en interroger 75 et j'ai eu 35 réponses qui m'ont apporté que nous avions 88 DMC identifiés, 24 cadres exactement, ce qui ne fait que 27%. Donc, en fait, c'est un vrai sujet et un sujet qu'il va falloir avancer. Que ce soit pour le cadre de santé de crise ou le directeur médical de crise, on doit associer des qualités humaines et des compétences techniques. Et finalement, dans le cadre de la réflexion, la formation DMC un peu plus ancienne, un peu plus décrite, je pense sincèrement, et Magali me rejoint, c'est que le bagage et les qualités recherchées doivent être à peu de choses près les mêmes. Des hommes et des femmes reconnus par leur père, avec des qualités éprouvées de leadership, une attitude à penser hors cadre, parce que quoi que ce soit, quels que soient nos plans, il va falloir sans doute s'adapter, quels que soient les éléments extérieurs, et aussi être capable d'accepter les erreurs qu'on va fatalement faire et communiquer avec nos équipes. Donc qualité humaine et compétences techniques. Et compétences techniques, on reviendra dessus par la suite. Où est-ce qu'on place ce binôme? Idéalement, aider, on reviendra dessus, au moins d'un secrétariat et de plein d'autres petites choses. Le binôme va être dans le pilotage de la chaîne santé et en interface avec tous les autres éléments institutionnels. En premier lieu, bien sûr, la cellule de crise hospitalière, mais aussi les institutions extérieures et à l'intérieur, le relais fort avec tous les services de soins. Si on retombe dans les textes, on a essayé de mettre des mots en repartant des textes sur où on mettait le DMC, où on mettait le cadre de santé de crise. Et les textes sont très bien écrits. On en a un certain nombre de parrains dans la salle. Mais pour être encore plus clair, il y a des choses qu'on voit bien. Le pilotage de la PSGH, TSSE, oui, c'est le DG ou le directeur d'établissement avec l'appui de la PCME. Et plus particulièrement, on parlait des hôpitaux de première ligne. Les hôpitaux de première ligne, dans le cadre des afflux massifs de victimes contaminées, non contaminées, et les REP, c'est tout de suite, peut-être un peu plus. Et le directeur médical de crise est bien identifié comme se chargeant d'organisation opérationnelle. Et on s'est permis de rajouter et de suggérer qu'il faut mettre partout, à chaque fois qu'on met DMC, il faut mettre cadre de santé de crise partout. Et donc, c'est un petit bonus. Si on retraduit autrement, parce que c'est des échanges sans cesse qu'on a dans différentes réunions, ce qu'on vous propose, c'est bien sûr de redire que le pilotage la CCH est à la charge du directeur général, que la CCH s'occupe de stratégie de tactique, que le PCME s'occupe de mobiliser la communauté médicale et d'appuyer le pilotage, et donc que ce binôme DMC, cadre de santé de crise, est dans le pilotage opérationnel, et bien sûr, conseil, appui, échange avec les interlocuteurs précédents en termes de stratégie et de tactique. Là encore, avec Marie, on a repris les textes et on les a traduits en nous disant que on a pris 3 temps. Il y a le binôme avant la crise. Et notre idée, franchement, indispensable, c'est de se connaître avant la crise pour pouvoir, le jour de la crise, avoir la connaissance de chacun et savoir où se situer. Du coup, la préparation repose aussi sur la participation à l'équipe projet et puis l'élaboration des plans, la rédaction du plan dans son établissement. Pendant la crise, les rôles sont forcément un peu dissociés puisque le DMC va être sur le versant médical, donc il va être mobilisable dans les meilleurs délais. C'est l'interlocuteur direct du SAMU, ça c'est vraiment bien identifié dans les textes, du DG, du PCME, et puis il va participer à l'analyse de la situation. Il l'organise et pilote avec le DG la cellule de crise et on peut se dire aussi qu'il est à l'évaluation des ressources nécessaires, notamment sur le versant médical. Le cadre de santé de crise, lui, va être à l'interface entre la cellule hospitalière et les cadres de santé de crise de terrain. Il est le lien permanent, bien évidemment, avec le DMC. Ce que j'ai traduit dans mes mots, et c'est mon regard personnel, c'est qu'il est facilitateur. Il va permettre aux services impactés, voire non impactés, mais qu'ils sauront peut-être ultérieurement, de faire le lien entre eux
et la cellule de crise. Alors, la question avec Marie, c'était, on est en cellule de crise ou sur le terrain? Et où sur le terrain? Et en fait, on est d'accord, toutes les deux, mais là encore, c'est notre vision, de se dire qu'on a un siège en cellule de crise pour aller participer au point de situation, faire les liens au moment où il y en a besoin, mais on est aussi, le binôme est aussi sur le terrain pour aller auprès des équipes et manager et voir avec les process et les chefs de site, de savoir en fait où on en est pour remonter les informations. Donc il ne doit pas être statique dans sa cellule de crise. Pour cela, il lui faut aussi des outils communs et partagés pour pouvoir remonter les informations et travailler en parallèle ensemble. L'identification est indispensable. On a chacune pris nos chasubles dans nos unités, dans nos services, dans nos établissements de santé. À vous d'être créatifs pour vous faire reconnaître en tant que binôme dans l'établissement. J'ai passé trop vite. Après la crise, on se rejoint, puisque là, on va participer bien évidemment au débriefing à chaud, mais aussi à la construction du rétexte de l'événement, à la rédaction et à la révision des fiches du plan suite à l'événement et ou à l'exercice. Et donc, on repart dans le cycle de suivi de crise. Globalement, on a 2-3 temps, avant, pendant, après. On est ensemble pour des missions communes à se répartir. On copilote et on a un partage des tâches dans la sphère de notre propre métier. Alors, on a déjà abordé le sujet sur les formations et sur les 10 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Déjà, sur la plateforme de l'EHESP, moi, je suis très heureux, mais je suis quand même beaucoup de gens dans la salle. On a enfin le premier module DMC, cadre de santé de crise, qui pourrait être qualifié de niveau 1 que tout futur DMC ou cadre de santé de crise doit faire. Associé à ces formations niveau 1, je pense qu'il y a les nouvelles formations référents SSE qui permettent d'avoir un bon bagage de base. Et là, donc, on a les formations bagage de base. C'est notre vision personnelle. On peut le présenter autrement. Et après, on a pas mal de formations en région. Je suis désolée, la liste n'est pas exhaustive, mais je pense que dans le petit papier que vous avez dans les sacs, il y en aura beaucoup plus. Des formations DMC, cadre de santé de crise en région, une DPC, DDU. Et donc, ça, on est plutôt dans la formation de j'ai déjà une base, des connaissances générales, et on va s'attaquer à plus de l'opérationnel, du rétex, et aller plus loin dans la préparation à la fonction. Donc, formation, un impératif. Et pareil sur les fiches réflexes. Ces fiches réflexes, c'est pas bon que d'utiliser sa fiche réflexe, c'est surtout, c'est essentiellement aider les gens à être encore meilleurs et bénéficier des experts qui ont préparé les fiches réflexes pour que celui qui se plonge dans la crise n'ait pas à tout réinventer. Et donc adapter à son établissement de santé avec idéalement des éléments généraux, quelle que soit la crise, des éléments spécifiques selon la crise et pour toutes les fonctions, pas que pour le binôme DMC, cadre de santé de crise. Le pendant de tout ça, c'est bien beau d'avoir plein d'outils, mais si on ne fait pas l'effort de s'entraîner, ça ne marche pas. Et donc là, soyons inventifs, tout est possible. Exercice sur table, exercice de grandeur réelle, à tous les niveaux, pour tout le monde, toute fonction. On n'est pas obligé de se lancer dans des exercices de très grande ampleur d'emblée, on peut découper ça en petits morceaux. L'idée aussi, je l'ai entendu dans les propos introductifs et j'y crois beaucoup, ne jamais rester seul. On est ensemble, avançons ensemble, travaillons ensemble à ces thématiques. Bien sûr, c'est des nouveaux textes 2024, c'est des nouvelles missions. Le corps à ma vie vient d'arriver, vient de naître et on voit aujourd'hui l'importance qu'on lui donne. Et je pense que c'est une très grande opportunité pour nous tous d'apprendre à nous connaître et de pouvoir travailler ensemble. Dans nos établissements, ça c'est de notre quotidien. Sur notre région, ça commence à se créer avec les nouveaux ESR. Et au niveau national, merci à l'équipe du Corps à ma vie pour tout ce que vous faites pour nous. En conclusion, on vient de le dire, des nouvelles fonctions qui sont à mettre en place pour le cadre de santé de crise, qui sont à consolider pour le DMC. Avant la crise, on se connaît, on participe activement à ce qui se passe dans notre établissement en gestion de crise. Pendant la crise, on copilote ensemble et on renforce les liens entre les services et la cellule de crise. Et après l'événement ou l'exercice, on partage le rétex ensemble. Merci de votre attention. Merci.
Merci beaucoup pour cette magnifique présentation qui montre bien le lien important entre DMC et cadre de santé de crise. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors pour lancer un peu la discussion, moi j'avais une question. Faut-il envisager finalement un DMC spécifique pour chaque risque, que ce soit le risque REB, NRC, AMAVI? Est-ce qu'il faut un DMC unique avec des déclinaisons? Comment est-ce que vous envisagez, comment on peut envisager en tout cas cette problématique? Bon, j'aime beaucoup la question, mais je l'étendrai à cadre de santé de crise, parce que je pense qu'à chaque fois qu'on met DMC, on peut mettre les mêmes spécificités sur le cadre de santé de crise. Je pense qu'on fait comme on peut, quoi. Si on est tout seul, on fait tout. Après, si on a la chance, surtout dans les plus gros établissements, d'avoir un staff qui s'étoffe, c'est impossible de tout bien faire. Donc, que chacun s'occupe un peu plus de la préparation au risque, de plonger plus dans les plans et d'aller gratter aux endroits où on fonctionne moins bien, ça me paraît légitime. Par contre, il faut que tous les DMC sachent gérer les premières heures, le temps d'avoir le super expert qui vient porter conseil de façon supplémentaire. Il y a des crises sur lesquelles, chez moi, je ne suis pas du tout à l'aise. Vous me vendez du REB, j'aurais envie de fuir, mais bon, voilà. Là, ma vie, ça va mieux. Et je dirais la même chose pour le cadre de santé de crise. Bien évidemment, en plus, nous ne sommes pas H24 sur l'établissement, ni disponibles. Donc, pour moi, il est nécessaire qu'il y ait un petit pool, et ce petit pool doit bien se connaître pour pouvoir justement faire les relais entre les uns et les autres. La crise peut durer plusieurs heures à plusieurs jours. On ne pourra pas assurer notre fonction pendant tout ce temps. Il faut savoir relayer, se relayer pour être le plus efficace possible. Et la question qui suit, c'est le DMC pédiatrique ou cadre de santé pédiatrique? Voilà, un tropisme particulier pour la pédiatrie, mais est-ce que c'est une question Alors, en hôpital pédiatrique, c'est évident qu'il faut un DMC pédiatrique. Moi, je travaille en hôpital plutôt ambiance adulte. Par contre, j'ai de très bons liens avec les voisins. Et donc, en avance de phase et dans le cadre de la région, on a beaucoup échangé avec l'aide de nos collègues de pédiatrie pour savoir comment accueillir un flux qu'on espère de pas moins de 10 ans, moins de 30 kilos en hôpital adulte. Et donc, je pense que ça se joue en avance de phase et en créant du lien fort et en s'entraînant dans la préparation. En fait, tout ce qu'on peut faire dans la préparation, il faut le faire, quoi. Professeur Collange. Donc, merci beaucoup pour cette excellente présentation et bonjour à tous. Et juste en complément des formations possibles, et notamment pour les DMC et les cadres de santé de crise, j'aimerais partager avec l'ensemble des gens qui sont là que nous avons à Strasbourg monté un DU en partenariat avec l'École des hautes études en santé publique, l'Université de Rennes, mais sur la gestion de crise hospitalière et sur la formation des médecins et des cadres de santé, mais hospitaliers. L'offre de formation actuelle est surtout centrée sur le préhospitalier, ce qui est absolument important. Et bien sûr, il faut ramener les victimes le plus rapidement possible à l'hôpital. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de formation qui est vraiment centrée sur la prise en charge intra-hospitalière. Et c'est ce que nous avons fait cette année avec l'aide de Jean-Marc Philippe et de bien d'autres. Et donc, voilà, c'est pour vous dire que ce DU a démarré cette année avec une bonne audience et on espère qu'elle sera encore plus forte l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. J'avais une dernière question. Alors, c'est est-ce que les établissements de deuxième ligne, est-ce que dans ces établissements-là, il faut aussi la nécessité d'un DMC et d'une carte santé de crise? Comment on peut envisager Alors, le guide, c'est marqué impératif pour les premières lignes. Je pense que c'est non discutable. Et après, peut-être adapté à l'établissement de santé et aux ressources qu'on a. Parce que le problème, c'est d'avoir des gens à qui on donne du temps et qui construisent. Et si on peut, oui. Mais je ne suis pas sûr qu'on en ait là tout de suite, enfin, qu'il y en ait plus d'un si on y arrive, quoi. Et après, il y a la question de la troisième ligne, mais c'est encore un autre sujet, quoi. Mais dès qu'on peut, c'est bien d'avoir des gens qui se préoccupent de la situation, quoi. Okay, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres... Ah, une question toute... Les questions arrivent. Allez-y. Moi ? Oui. Oui, bonjour. Donc, je suis Pascal Doridas, je suis directeur qualité à l'hôpital d'Ajaccio. Et j'étais, il y a presque un quart de siècle, cadre de santé conseil technique pour la zone sud, risque en RBC à l'époque. Donc j'ai une question s'agissant du positionnement du cadre de santé de crise. Est-ce que c'est le cadre de santé de crise pour une crise ou est-ce que vous avez un groupe de cadres qui sont répartis? Parce que j'ai entendu tout à l'heure, vous disiez, on est à la fois en cellule de crise
et à la fois au contact des professionnels de terrain. Je veux savoir pratiquement comment ça se passe. Est-ce que vous avez identifié un groupe de cadres qui est ventilé, alors un cadre à la cellule de crise et d'autres sur les secteurs clés, urgence, réa, SAMU, bloc opératoire, ou est-ce que c'est organisé de quelle manière? Effectivement, il y a les cadres de proximité qui restent dans leur secteur de soins et qui vont gérer la crise au sein de leur service, et le cadre de santé de crise qui, dans l'idéal, doit être constitué d'un pool de 2-3 cadres qui vont pas forcément être déployés à les 3 sur le temps de la crise, mais qui vont être là pour coordonner entre le terrain et la cellule de crise. Le fait d'être tout seul en cellule de crise, en tant que cadre de crise, permet vraiment d'avoir toutes les informations du terrain et de les remonter. Et c'est vraiment un parallèle. C'est pour ça qu'il est important pour moi, en tout cas, qu'on se connaisse bien en amont et qu'on soit bien identifié le pool de cadres de santé de crise. Ça peut être des cadres qui ont exercé leur fonction pendant un certain temps dans un secteur de première ligne, qui, pour des raisons diverses, sont passés sur un autre secteur et qui ont envie encore de s'investir dans la gestion de crise, mais qui ont connu ce que c'était. Parce que, pour moi, il faut laisser les cadres de proximité dans leur quotidien. Elles maîtrisent parfaitement leur service, leurs équipes, le matériel, les liens. Et nous, on est là vraiment pour les faciliter cette gestion de crise. Il y avait une question. Oui, bonjour, docteur Gadron, hôpital de Dieppe. C'est une fois que le pool est créé, comment est-ce qu'on est sûr qu'on en a un qui est toujours là? Est-ce qu'il y a un intérêt à créer une liste d'astreintes, que ce soit DMC ou cadre, et notamment pour les petits moyens établissements? Alors, encore une fois, c'est une très belle question. Je pense que c'est une question de nos quotidiens collectifs. Moi, la question se repose, enfin, au cours de l'année, pour DMC, on est un gros établissement, donc on est toujours sûr qu'il y en a un dans le coin. Mais tous les étés, on refait une liste d'astreintes un peu plus formelle, qui, à ce jour, est une astreinte bénévole. Voilà. Donc, je pense que c'est un vrai sujet. Il faut qu'on ait... On est bien conscient qu'il faut, pour ces crises hyper aiguës, qu'il y ait des gens qui pilotent. On développe des compétences et des connaissances. On nous demande d'avoir une astreinte, c'est totalement légitime, mais il faut qu'on arrive à solidifier ça un petit peu plus. Et ça rejoint la question de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et plus l'établissement est petit, plus c'est dur. Donc, du coup, pour que ça tienne et que les gens ne s'épuisent pas, il faut trouver des moyens de les aider, quoi. Et sur le côté cadre, j'oserais dire c'est peut-être encore pire, parce que nous, on n'est absolument pas aujourd'hui installé dans cette fonction, encore moins reconnu dans cette fonction. Donc, du coup, on appelle, et rares sont les établissements aujourd'hui où il y a plusieurs cadres de santé de crise. Souvent, c'est un seul identifié. Donc lui, il ne peut pas être là présent H24, c'est impossible, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il va falloir travailler ce sujet du nombre, du pool, de l'astreinte ou pas, comment on fait si on n'en a pas, enfin voilà, c'est un vrai sujet. Merci beaucoup.